Depuis quelques années, un chantier d'autoroute suisse est le théâtre de découvertes paléontologiques d'une dimension et d'une importance très rares en Europe. La construction de la Transjurane, dans le canton du Jura, garantit aux scientifiques, pour plusieurs années, la mise en œuvre de moyens conséquents pour partir à la découverte de mondes disparus, il y a bien longtemps. À l'époque de Cuvier, le mot dinosaure n'était pas inventé. Et il a fallu attendre Owen, un paléontologue anglais, qui a inventé le mot dinosaure, qui veut dire lézard du tonnerre. On a la chance, il y a 150 millions d'années, que les plaques continentales remontent un petit peu et qu'à Courteloup, on a une plage qui comprenne les traces de vie de dinosaures. Pour exemple, on a ici un Diplodocus qui est reconstitué en fonction de la grandeur des traces de Courteloup. Diplodocus de l'espèce gracile qui fait à peu près 18 mètres de long. Le terme Jura se rapporte à la fois à une période géologique, le Jurassique, qui s'étend de 200 à 150 millions d'années environ avant notre ère, mais aussi à un massif montagneux, l'arc jurassien, à cheval sur 2 pays, et enfin à 2 entités politiques et administratives séparées par une frontière. Les dinosaures ne connaissaient pas cette frontière, et on retrouve leurs traces des 2 côtés. Mais le plissement du Jura, provoqué par le soulèvement des Alpes, leur a donné par endroits une allure très spectaculaire, en mettant à la verticale des dalles porteuses d'empreintes. Bonjour. En 2004, Christian Gourrat, qui était un géologue amateur, qui était président de la Société des naturalistes d'Oyonnax, en passant ici, on pourrait dire par hasard, un beau matin, profitant de l'éclairage rasant, a découvert quelques-unes de ces empreintes de pas de dinosaures, et c'est lui donc qui est le père de la découverte. Lorsque l'information s'est diffusée, lorsque le scoop a été connu, eh bien, on s'est aperçu que dans le village de Coisia, ici en contrebas, il y avait un enfant d'une dizaine d'années qui, 2 ans auparavant, avait lui-même réalisé cette observation. Dans les livres, il avait vu des dinosaures, des empreintes de pas de dinosaures, et il avait tout de suite identifié l'existence d'une surface à piste de locomotion de dinosaures. Alors cette surface est extrêmement redressée à la verticale. Cette disposition est liée à la tectonique qui a régné sur cette région. Et pour s'imaginer les choses au moment de la formation de ces empreintes, eh bien, il est évident qu'il faut replacer ce dispositif à l'horizontale, le replacer à plat. Le plissement du Jura est très récent sur l'échelle des temps géologiques, puisqu'il s'est déroulé entre 10 et 3 millions d'années. Les dinosaures, eux, ont vécu entre 225 et 65 millions d'années, traversant des périodes aux noms exotiques. Le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Durant ces époques, les continents et les mers ont changé de place et de visage dans une succession d'émergences de terre et de leur recouvrement par la mer.
l'histoire de ces alternances est enregistrée dans la géologie du Jura. Ce site Jevenay-Lacombe, cette carrière, elle est vraiment fantastique parce qu'on a là une fenêtre dans le temps qui recoupe quasiment la présence stratigraphique de tous les sites qu'on est en train de fouiller, le long de la Tranche-Huronne, et également les sites à traces de dinosaures côté France. On a tout en bas le niveau des Marnes du Bannet avec des coquillages. On a un peu plus haut des couches marines qui s'installent avec 3 sites à traces de dinosaures, c'est-à-dire la mer disparaît. Il y a les îles qui s'installent, les plages, les dinosaures qui s'y promènent. On a le deuxième niveau marneux, les Marnes Avirgula, très riches en fossiles vertébrés avec des tortues, des crocodiliens, des poissons. Et tout en haut, une dernière phase où la mer recule. Il y a des îles qui s'installent, des plages et des dinosaures qui s'y promènent. Les pistes de dinosaures sont au cœur des recherches. Elles indiquent la présence de la terre ferme. D'autres couches voisines, à peine plus récentes ou plus anciennes, indiquent, elles, l'occupation des lieux par la mer. Par exemple, les Marnes Avirgula du Tchafoué, juste au-dessus du site à traces de dinosaures, ont révélé la présence de fossiles d'animaux marins qui abondent aux 4 coins de la fouille. Et en tout cas, c'est intéressant par le fait de la structure de ces débris de végétaux. En fait, ça indique que ça vient de très loin. En fait, les longues tiges suivent le sens du courant, ouais. Ou comme les carapaces, si elles sont entières. Bon, bah voilà, Pierre, là, on a notre 22e tortue qui a l'air complète, on va dire subcomplète, comme tu peux voir là. On a le plastron qui a l'air d'apparaître, le plastron arrière, quelques morceaux de la carapace supérieure. Donc je sais pas ce que tu en penses là dans ce sédiment-là, comment on peut la sortir, mais je pense qu'on peut y aller assez tranquillement avec ce genre d'outil qu'utilise Jean-Marc. Coquillages, carapaces de tortues, débris de végétation, la mer jurassienne a laissé de nombreux indices. Mais juste en dessous, à quelques mètres de là, c'est-à-dire quelques centaines de milliers d'années plus tôt, les travaux sur les pistes à dinosaures continuent. On est en fait en train de fouiller depuis une année environ ici. Et il faut s'imaginer que en fait, ce terrain ici, il a été couvert par des couches ici au-dessus, environ à cette hauteur-là. Et tout ça, ici, on a déjà décapé, avec des pelles mécaniques, mais aussi manuellement, comme on le voit ici derrière moi. Si on regarde un peu ici le site, on voit qu'on a plusieurs couches qui sont superposées au-dessus de cette dalle principale qui se trouve en fait sous mes pieds. Et sur cette dalle principale, on a déjà plein de traces de dinosaures, mais pas seulement sur cette dalle-là, en fait aussi sur toutes les couches qui se trouvent là-dessus. En total, sur ce site, on a à fouiller une dizaine de couches avec des traces de dinosaures. Alors normalement, on devrait le terminer à la fin de l'année. Donc derrière vous, il y aura une piste de chantier qui passera. Et puis ici, après, ça va être complètement recouvert par l'autoroute. Donc tout ce qui est prélevé, c'est sauvegardé. Donc c'est aussi le but de la documentation et des prélèvements, c'est de sauvegarder un maximum d'informations. Et tout le reste, ça va être enfoui sous l'autoroute. Un calendrier précis des opérations régit les relations du chantier autoroutier et des recherches paléontologiques. Les scientifiques commencent par prospecter pour déterminer les zones les plus riches en fossiles. Ce jour-là, la découverte d'un affleurement, c'est-à-dire d'une zone où des couches très anciennes apparaissent à la surface du sol, les intéresse particulièrement.
Salut Joseph. Salut Jacques. Ça va? Ouais, toi? Oui. Alors, quand même le fin. Ben, tu vois, là, il y a des bivalves. C'est caractéristique en tout cas de ces niveaux. Vous avez découvert l'affleurement ce matin? Voilà, ouais. Oui. On va essayer avec cet affleurement de le localiser géographiquement, approximativement. Et ce sont les sondages ensuite qui vont essayer de vérifier la présence ou non de ces niveaux fossilifères et de pouvoir les localiser et en profondeur et au niveau géographique. Donc à partir de là, si vraiment ce niveau géologique riche en fossiles affleure sur le tracé, on va décider d'installer un chantier de fouilles. Ils y effectuent ensuite des sondages. Et si les découvertes s'avèrent abondantes, une fouille est mise en œuvre. Les paléontologues utilisent d'abord des moyens mécaniques pour atteindre au plus vite les couches recherchées. Puis la précision du travail demandé les conduit vers un outil plus adapté, la main humaine. Pas trop fort, hein. Non, non, mais tu peux y aller, mais... Au vu de l'urgence que constitue l'avancée de l'autoroute, la plupart des pistes de dinosaures sont relevées, décrites, mesurées et photographiées. Elles sont parfois même prélevées pour pouvoir être reconstituées et étudiées plus tard dans les laboratoires ou dans des musées. L'une des techniques de conservation des traces consiste à les mouler pour les reconstituer à l'identique. Mais ce qui apparaît relativement simple sur les plateaux tabulaires du Jura devient beaucoup plus compliqué dans le Jura plissé. Non, c'est Laurent ou Stéphane? Stéphane, ouais. Stéphane, oui. Ça fait un angle droit là? Chacun me dit, c'est pas un qui centralise. Chacun me dit, j'ai besoin d'un pinceau ou d'un pot, il gère son truc. S'il vous plaît, c'est important. Essuyez bien vos pinceaux avant de nous les passer. Ouais. Vous les frottez bien. Là, ils vont se faire chauffer. C'est en anglais, ça va, ça vaut pas. Donc ça, c'est la phase terminale du travail de moulage, de prise d'empreinte. L'empreinte de silicone est prise, elle est suffisamment épaisse pour assurer, et suffisamment précise pour assurer une empreinte réaliste. Allez, collez là. Allez, collez, regardez ça, là. Non, monte. Celui-là. Voilà. Et tu recules. Doucement, regarde. Ah, Guillaume. Voilà, on lève. Doucement. On tire. On laisse du mou. C'est bien. C'est cool. On baisse bien le sol. C'est chouette. On a une belle empreinte. Hein. On a une belle empreinte. De sorte que les lanières... Le moulage va permettre au public de découvrir ces pistes dans des expositions et aux scientifiques de les conserver pour mieux les étudier. Mais revenons à nos dinosaures. Il y a aussi d'autres empreintes peu bizarres, c'est ces trucs ici allongés qu'on observe en fait souvent sur cette surface-là.
Bon, on a aussi ces empreintes de théropodes qui sont quand même finalement très très bien préservées avec les empreintes de griffes et tout, hein, donc ça c'est très joli aussi. Ces empreintes là, on les trouve isolées, c'est vraiment difficile de dire quelque chose, mais si ça venait à s'organiser en piste, ça pourrait être des ptérosaures. Hein. Ça pourrait être du ptérosaure, hein, une empreinte triangulaire. 1, 2, 3, au moins 3 doigts. Tu vois, celui-ci. Mais ça, c'est déjà très petit. 40-50 cm de hauteur à la hanche, ça fait un petit carnivore sur cette plage. Hein. Et puis cet aspect en tôle ondulée, là, ce sont des rides de vagues. C'est un aspect qui a été formé grâce aux vagues dans une eau peu profonde. On dirait vraiment de l'actuel, avec cette lumière. Et il serait intéressant, maintenant que le site est bien préparé, de regarder tout ça en lumière rasante, de nuit. C'est là que vraiment on va pouvoir voir les détails les plus infimes. Elle est branchée où? Elle est là-haut, donc on peut tirer là. Elle est là-haut, ouais. Faut plonger par terre, parce que sinon, pas de brûler les mains. T'as vu celle-là comme elle ressort bien ici avec la lumière? Il y a plusieurs trucs en jeu. Faut voir, c'était ici. Elle est là. Ah mais maintenant là-bas, regarde. De toute façon, moi je pense que ici on est dans un environnement de tapis d'algues ici. Et là on voit bien, cette piste elle est très similaire à la piste de Surcombrante. La meilleure piste, c'est les pieds qui sont tournés comme ça vers l'extérieur. Oui. Et c'est les mains qui sont juste avant en fait les pieds. Oui, oui, oui. Donc peut-être c'est le même. C'est le même qui marche après à 500 mètres là-bas. Bon. Gauche, droite, gauche, tac. Ah, ça peut être le pied droite. C'est le pied droite, ouais, je pense. Non, mais c'est quand même un peu bizarre. Ça veut dire qu'il doit tourner comme ça. Bah ici on les voit bien. Hein. Ouais, ouais. Voilà une empreinte où on voit bien les doigts. Mais clairement, même en passant les mains dedans, on voit qu'il y a différents orteils. Ouais, ici qui on sont voit, là, hein. il y a au moins, en fait il y en a un, là il faudra encore prolonger un peu, il y en a 1, 2, 3, même 4 encore. Et ça va nous aider à l'identifier. Oui, certainement. Ouais. Et sur les mains, il n'y a jamais une griffe sur le premier, jamais. Mais si on regarde un peu là, les mains sont toujours vraiment bien en avant du pied, elles sont toujours à l'extérieur. Et toujours tournées vers l'extérieur. Et tu penses que ce sont des différences entre différentes espèces de sauropodes ou est-ce que ça pourrait être lié à la croissance, avec un mode de locomotion différent quand ils deviennent adultes? Je pense pas que c'est une question de croissance, parce qu'on observe ça sur les différentes grandeurs en fait. D'accord. Mais peut-être c'est un style individuel aussi de locomotion, c'est comme chacun parmi nous marche un peu différent. Ouais. En fait même chez les éléphants c'est un peu pareil quoi. Donc ici on a maintenant, je ne sais pas combien on a documenté, mais on a je pense au moins une centaine de pistes de sauropodes. Après avoir rendu les pistes bien visibles, pour en comprendre l'organisation, il faut en mesurer les différents paramètres. Alors nous, on va effectuer toutes les mesures sur les traces de dinosaures. Donc on a deux types de traces, ce qu'on appelle les empreintes isolées. Donc c'est des empreintes qu'on n'arrive pas à relier avec d'autres empreintes. Et puis on a les empreintes qu'on appelle pistes. Donc quand on a une suite de 3 empreintes, ça s'appelle une piste. À partir du moment où on a une piste, on peut effectuer plusieurs types de mesures. À partir des empreintes, on a des formules qui nous permettent de recalculer la hauteur, la vitesse, la longueur de cet animal, quoi.
tous ces dinosaures qu'on a là, les herbivores et les carnivores, ils ont vécu ici, sur cette plage, plus ou moins, dans la même période. C'est le gros avantage qu'on a sur les sites où on ne retrouve que des ossements, c'est qu'ici on a vraiment un instantané, une image de ce qui s'est passé il y a 150 millions d'années. Là on voit très bien, hein, les pieds, les mains. Je sais pas si tu essayes de te mettre dans une des pistes, on va avoir une simulation de... Oui, on pourrait voir comment ça marche. Comment est-ce qu'il marchait celui-ci? On a ici un pied gauche, hein, donc je mets mon pied gauche là-dedans, on a un pied droite. Et on a les pattes antérieures, en fait ici ça c'est une gauche, ça c'est une droite, ici donc je vais mettre les mains. Hein. Ouais. Après il y a le prochain pied gauche, la prochaine main gauche ici, le pied droite, la main droite, le pied gauche de nouveau, main gauche, pied droite, main droite. Voilà, donc il marche ici, dans cette direction-là. Et bon, malheureusement ici, la couche elle s'arrête, donc on va jamais savoir ce qui s'est passé en fait dans la vie de ce dinosaure. Ouais. Pour poursuivre l'investigation sur ces pistes, l'autre technique récente employée consiste à scanner en 3 dimensions les traces à l'aide d'un rayon laser. Comme un signe de l'établissement d'une coopération entre les deux pays dans cette recherche paléontologique, c'est une équipe suisse qui est venue effectuer le travail en France. On va commencer par cette partie-là. Alors d'abord, je vais caler mes cibles qui seront automatiquement détectées par le scanner dans la scène. Et ensuite, ça nous permettra de corréler nos différentes stations de scan sur ces marques. Avec ce balayage, on va pouvoir ensuite voir en 3 dimensions la morphologie, la profondeur, tracer des courbes de niveau, étudier ces traces avec, disons, une finesse qui est celle qui a été demandée, donc de l'ordre d'un point tous les 5 mm sur toute la paroi. Ainsi, on va pouvoir visualiser la paroi en faisant changer sur ordinateur les éclairages, en accentuant certaines choses pour peut-être s'apercevoir de choses qu'on ne peut pas percevoir forcément à l'œil nu. Si l'on sait maintenant calculer d'après ces pistes la vitesse et la taille de ces grands animaux, on continue d'essayer de comprendre leur mode de vie. Et certaines empreintes, plus petites, intriguent l'équipe de chercheurs. Ce qui est particulier, c'est qu'on a une piste aussi qui est parallèle là, de très petits sauropodes. On voit bien là. Au centre de plusieurs pistes de sauropodes qui sont un peu plus grands. C'est celle-ci où on a les traces de mains. Donc si on compare cette piste avec celle-là qui est à l'extérieur, on voit déjà que les mains ici, ils mesurent presque le double des mains en fait du petit sauropode ici. Ces empreintes évoquent une taille beaucoup plus petite, sans que l'on puisse pour autant savoir s'il s'agit d'un jeune de la même espèce ou d'une autre espèce plus petite. Ce dessin-là qu'on a fait il y a 3 ans, je crois environ, avec les paléontologues, donc d'après les informations de l'époque. Donc, on a cette image de troupeau de dinosaures sauropodes, et bien ça s'est confirmé. On a des dalles à traces de dinosaures où on voit très bien
des pistes de dinosaures sauropodes qui se déplacent parallèlement, comme tu l'avais représenté ici. Le dessinateur de l'équipe avait déjà illustré à partir des premiers indices de l'époque ce que les recherches d'aujourd'hui viennent confirmer. La présence d'individus plus petits au milieu des autres traces. Cette fois, une équipe de graphistes s'est mise au travail de reconstitution en 3 dimensions. Il s'agit de mettre en image des hypothèses scientifiques. Les données transmises par les chercheurs font état de 2 individus de taille moyenne, c'est-à-dire d'une hauteur d'environ 1 mètre à la hanche, 8 à 10 mètres de long, et se déplaçant à une vitesse de 2 à 3 km/h environ. Pendant des semaines, en liaison permanente avec les scientifiques, les graphistes vont reconstruire l'aspect, la locomotion et le comportement des dinosaures sauropodes, à partir des informations contenues dans les empreintes, et l'environnement à partir de celles du sédiment. Ils réfléchissent sur leur démarche, leur rythme et leurs mouvements, donnent vie à leurs créatures. En bref, ils créent une situation imaginaire à partir de traces bien réelles. On voit très bien qu'il y a 3 pistes de sauropodes qui vont dans cette direction-là. Et il y a une 4e, donc 4e animal qui vient ici vers moi. Donc c'est cette piste ici. Et on peut s'imaginer que le sauropode qui vient dans l'autre direction, qu'il a vraiment traversé ce troupeau de 3 sauropodes en fait en même temps. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si ces 4 membres de la famille Diplodocus se sont croisés, comme dans un instantané photographique, ou s'il s'agit de plusieurs passages distincts dans le temps. Le saura-t-on jamais? Mais revenons à notre bébé sauropode. Ouais, on dirait qu'il est au centre d'un troupeau, un peu comme les troupeaux d'éléphants aujourd'hui. Il était peut-être protégé par le sauropode qui est un peu plus grand et qui marche juste à côté de lui en fait. On nous voit là. L'objectif de la manœuvre, eh bien, le drone va être utilisé pour prospecter les alentours de Kwazia, essayer de repérer d'autres gisements qui éventuellement pourraient être favorables à la découverte de nouvelles pistes de sauropodes. Si le drone a pris les premières photos, les suivantes ont été faites du haut d'un petit avion, à l'occasion d'un nouvel événement. Pendant le tournage du film, un nouveau site à empreintes de dinosaures est découvert du côté français. Ce site, important, remonte à une époque un peu plus ancienne, sur laquelle peu d'informations existaient jusqu'alors en Europe.
cette découverte justifie une rencontre sur le terrain, des équipes suisses et françaises, rencontre qui apparaît comme le symbole vivant d'une coopération interjurassienne riche de promesses. Voilà. On y est. C'est une coupe qui est anciennement connue parce qu'elle a déjà été décrite dans les années 1860 par Louis-Abel Girardot. C'est une toute autre période, il y a une différence de à peu près, je sais pas, ça fait combien, 3 millions et demi? Ouais, à peu près. 3-4 millions d'années. 3-4 millions d'années de différence. Alors là on a un très bel aspect de, de la pierre. C'est pas très sérieux.